C'est l'un des humoristes ivoiriens les plus inspirés. Il croque l'actualité avec une certaine aisance. C'est l'invité d'Actu People. Il s'appelle Le Magnifique. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. On sait que la reine Elisabeth est décédée. Mes chers Africains, chers frères, ne pleurons pas parce qu'il nous reste encore Reine Pélagie. Vous avez vu comment il a démarré là? Mais il est parti, mais... Et ça, c'est une inspiration, comme on dit, inspiration divine, comme le dit coach Amoshik. Voilà. T'es inspiré, grave. Mon cher, on fait comment? C'est le travail qui demande ça. C'est un garçon aujourd'hui, il faut avoir plusieurs cordes à ton arc. Les abdos seuls ne suffisent pas, sinon Abou allait garder la fille là. Mais... Est-ce que vous avez vu comment il est en train de truster l'actualité avec beaucoup d'humour et avec une certaine aisance? On ne sait jamais, tu n'as pas abdos, il faut travailler à la langue et les doigts. Tout ça c'est important parce que affaire des femmes là, c'est comme aller acheter une voiture d'occasion avec sans ton mécanicien. Tu ne sais pas si le moteur est encore bon. Tu as pris, tu as mis bon, donc c'est ça. Mais c'est juste pour vous saluer, pour dire qu'on est bien, bel et bien à Actu People. Et c'est moi qui vais l'interviewer aujourd'hui. Alors, ça, je le vois. Ça, je le vois. Non, mais tu es très, très inspiré, j'avoue. On te dit ça souvent, non? Bon, j'entends ça de temps en temps, c'est important. Mais lorsque tu entends même Magnifique, tu es fort, tu es inspiré, qu'est-ce que ça te fait? Bon, ça me motive encore à travailler plus. Ça me dit que à chaque apparition, je dois encore faire mieux. Et je dois travailler encore plus chaque jour parce que, bon, tu es fort, c'est flatteur, c'est bien, c'est gentil, mais on ne peut pas être fort. Comment on peut dire? On ne peut pas être plus fort. C'est Dieu qui est fort. Amen. Nous, on essaie d'aller. C'est Dieu qui inspire quelque part. Voilà, c'est ça. Et cette inspiration, c'est vrai que tu t'inspires beaucoup des faits d'actualité. Effectivement. Et tu les croques tellement avec beaucoup d'aisance. Tu en as fait la démonstration tout à l'heure, 2-3 faits. Parce que toi-même, il faut regarder. Tu fais un spectacle où les gens viennent, les gens de ta société, les gens avec qui tu vis au jour le jour, les mêmes problèmes, les mêmes réalités, ils viennent à ton spectacle et tu vas leur parler de quelque chose d'autre où ils ne se sentent pas concernés, où ils ne se retrouvent pas. Donc il faut croquer ce qu'ils vivent au jour le jour. Il faut, de sorte qu'ils soient à ton spectacle, ils disent mais attends, on type là. On dirait c'est de moi il parle. Ou bien ça là. Oui, c'est vrai, j'ai déjà vécu ça là, ce qu'il dit là. Et ça plaît encore plus aux gens. Que souvent raconter des choses imaginaires, mais de vivre des choses. Il n'y a pas monnaie dans Woro Woro, il y a problème dans le bus, ils ont volé mon portable. En voyage dans l'avion, la dame d'à côté, Seigneur, donne-moi une place pour la femme qui est à côté. Il ne faut pas son enfant va pleurer tout le voyage derrière moi. Ça, c'est des faits qui marquent. Qu'est-ce qu'on vit encore? L'immigration, on a les réalités du football, et l'éléphant va venir nous faire pleurer encore, ou bien on sera déjà encore. Tout ça, c'est des faits qu'on vit au jour le jour. Et quand tu les mets dans tes sketchs, les gens se retrouvent et ça plaît. Parfait. Ça fait près de 10 ans que tu croques l'actualité. Oui. S'il y a une actualité que tu as croquée particulièrement, qui t'a marqué, toi, c'est laquelle? Waouh! Là, je te ramène loin, là. Oui, il y a beaucoup d'actualités qu'on a croquées. Hein. Chaque actualité a sa saveur. Mais il y a une actualité quand le pays était quand même quand la Côte d'Ivoire était en crise, en 2010-2011, où j'ai créé Commandant Moriba FSI, où j'ai croqué cette actualité-là avec humour, avec une chanson, où on a fait un spectacle au Palais de la Culture. En tout cas, ce moment-là m'a beaucoup marqué parce que le pays était vraiment... Il y avait une crise et il fallait une décrispation de par l'humour. Tous les artistes. Il fallait savoir trouver l'alchimie. Les mots qu'il fallait, tout ce qu'il fallait pour déstresser, pour rapprocher les gens, pour créer une cohésion, pour rire de ça et banaliser, pour dédramatiser, pour appeler à la réconciliation. Et avec Commandant Moriba, ce personnage-là, moi, cette actualité-là m'a vraiment marqué. C'est clair que 11 ans en arrière, on ne se rend pas compte de ce qu'on a pu vivre. Hein. Oui. Mais toi, cette période qu'on a vécue, qu'est-ce que ça te laisse comme trace dans la tête? En tout cas, chaque jour que je dors, je me réveille, je dis à Dieu, il ne faut plus que ces genres de choses vont arriver à notre pays, à n'importe quel pays dans le monde. Parce que ça nous a mis en retard aujourd'hui sur plusieurs plans. C'est comme si on avait du retard de 30 ans. Tu vois, sur certaines choses, sur certains aspects. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui, ça me touche particulièrement. Je ne veux pas que ces instants-là se répètent. Parce que tous les artistes, beaucoup étaient en exil. Ceux même qui étaient là ne pouvaient même pas produire quelque chose. Personne. Et en tant qu'un petit humoriste, je sors de tout ça.
avec une idée, un concept, quelque chose qui m'est venu, une inspiration pour incarner ce genre de personnage qui venait d'arriver dans notre paysage militaire pour la première fois et incarner le commandant Moriba que pendant que les armes crépitaient, pendant que les armes sonnaient, il y avait des combats un peu partout et que cette chanson-là puisse partir, tous les camps puissent adopter et qu'on puisse me prendre pour même faire des tournées de réconciliation, des tournées de sensibilisation dans des casernes, un peu partout, voyager avec cette chanson, avec ce personnage-là. C'était particulier, c'était spécial quoi, pour moi. En tout cas, la Côte d'Ivoire vient de très très loin. Ouais. Pour ceux qui prennent la Côte d'Ivoire en marche, il faut savoir qu'on a connu de graves crises dans ce pays. Et c'est l'occasion, à la faveur de cette interview, de lancer ce message encore pour dire on peut que évoluer et se développer dans un environnement sain, un environnement de paix, un environnement de grâce. Il faille qu'on se batte tous pour maintenir cela. À l'instar de la Côte d'Ivoire, forcément, magnifique, tu viens de très loin. Oui. Ton parcours, il commence où et comment? Je ne sais même pas où il a commencé, mais c'est qu'il... Essaie de synthétiser un peu. On en a besoin, tu sais, c'est un peu le principe de cette émission. C'est important. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le magnifique. Ceux qui me connaissent, demandez déjà à ceux qui ne me connaissent pas, on va avancer. Donc, le magnifique. Non, on ne te connaît pas. Donc, parle-nous de toi. Demandez à ceux qui me connaissent, on va... Non, mais petit Robert, bien natif de Tiessan, c'est un petit village quelque part, dans le Guémont, la région du Guémont, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, où j'ai fait mes études primaires. J'étais tellement turbulent, très bandit à l'école. C'est le football seulement qui était dans ma tête plus. Donc j'ai grandi avec ma grand-mère, donc mon grand-père également. Donc ça fait que je n'ai pas connu ma maman jusqu'à ce que je grandisse et que je la retrouve après, que je sois un peu plus grand, que je la vois. Même quand elle venait au village, on dit c'est ta maman, je pleure. Elle dit non, non, celle-là elle ne peut pas être ma maman, voilà ma maman. Donc c'est ma grand-mère que j'appelle maman. Donc ma maman, vraiment, ça l'a fatiguée. Ça l'a fatiguée aussi. Ben, j'ai passé le CP au village au moins 2 fois pour tout de ça. Moi, ça m'intéresse le cas de ta maman. Elle est en vie, non? Oui, maman est là. Voilà. Okay. Comment ça se fait que tu n'aies pas pu grandir avec elle? En fait, mon père était décédé, malheureusement. Et tout petit, elle m'a envoyé au village et elle a voyagé, elle était en Europe. Donc, elle s'est refait une nouvelle vie. Donc moi, je ne l'ai pas connu, j'étais tout petit, j'avais au moins 1 an ou 2 ans quand on s'est séparés. Donc c'est avec ma grand-mère et mon grand-père, voilà, que j'ai grandi au village maternel, voilà, que j'ai grandi au village. Donc du coup, c'est ma grand-mère que j'appelais maman, mon grand-père que j'appelais, d'après mon frère Poutou, quand il casse comme ça, accélérons, c'est de ça qu'il s'agit. Maman, elle est toujours en Europe? Non, non, elle est venue maintenant, elle est revenue, elle est basée ici à Abidjan, elle est avec moi, tout se passe bien. Quand vous vous êtes retrouvés, tu n'as pas expliqué pourquoi elle n'a pas fait le regroupement familial, par exemple, pour que tu ailles la retrouver? Donc, honnêtement, non, j'ai pas pu lui demander, parce que quand comme on le dit, quand on s'est rencontrés ou bien on s'est regroupés ici à Abidjan, j'avais déjà fait la classe de CM2 2 fois au village. Ça n'a pas marché. Et ma grand-mère, d'après les gens du village, ma grand-mère me gâtait trop. Et que si je restais au village, j'allais devenir quelque chose. Donc elle a décidé de toute façon d'écouter maintenant ses voyages. Elle s'est basée à Abidjan et elle m'a repris auprès d'elle pour qu'elle me voie clair dans mon éducation. Dans ton éducation, ouais. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir mon CP. J'ai été orienté en 6e, quelque part à Numambo, Makori, à l'Institut Flaubel, là où j'ai vu même pour la première fois Magic System répété entre midi et 2 quand on venait manger Gaba, le Gabatigi dont il chante le nom, Aboudoukay, tout ça. C'est comme ça. Admabo. Admabo, voilà. Donc voilà à peu près comment. Donc à cause de toi, ta mère est venue s'installer en Côte d'Ivoire? Ah, vous l'avez, il y a moi, mais aussi elle avait perdu l'aîné, je pense. L'aîné, ce qu'elle m'a dit, elle a perdu l'aîné et puis après elle est venue rester définitivement. Mais depuis là, elle est retournée quand même en France ou elle est restée là? Elle est restée, j'ai ces trucs, elle avait des buvets, des petits commerces, quelques activités qu'elle gère en ce moment. Donc jusque-là, elle n'est plus répartie. Qu'est-ce que ça t'a fait du moment où tu avais perdu déjà ton père et que tu as grandi avec tes grands-parents au village? À 11 ans, 12 ans, tu retrouves ta maman.
Tu reviens de l'Europe, tu vis avec toi. Qu'est-ce que ça t'a fait de vivre avec elle? Joe, ça m'a fait bizarre même. Je ne sais même pas comment il allait l'appeler. Je n'arrive même pas à l'appeler maman même. Quand il la regarde, souvent quand j'ai faim, pour un enfant normal dirait maman j'ai faim, maman je peux manger. Maman il la regarde, je ne sais même pas comment il dit ah j'ai faim. Hein. Bon, en plus il vient du village encore, villageois dessus. Donc tout ça là, ah moi j'ai faim, ou bien j'ai mangé, tourne. Elle me regarde, c'est un peu avec le temps, la patience qu'elle a pu gérer ça. Donc j'avais pas tellement ce lien de c'est ma grand-mère qui était ma maman pour moi. Je n'ai jamais cru que je pouvais avoir une vraie maman si on ne m'avait pas dit avec mon âge, si je ne l'avais pas découvert un peu plus tard. Les grands-mères, c'est clair que ça gâte les enfants parce qu'elles sont très laxistes. Lorsque tu retrouves maman, il y a une certaine rigueur. Oui. Tu retrouves un peu, on va dire, cette éducation rigide de la mère. Oui. Comment elle s'y prenait avec toi? Ah, en ce moment-là, elle avait été en forme. Et quand elle descend comme ça, là, on dit, mais Kadhafi arrive, mais France 24. Mes cousins avec qui j'étais là, on dit, ah, tous. Quand on disait ta maman arrive là, ah, Joe, c'est pas une nouvelle, hein, c'était une information. Ils ont dit, c'est garant même, ta maman arrive, hein, elle arrive. Chacun se cherche. Non, mais elle était cracra, elle était dure, elle était rigide. Mais c'est quand on est petit, on ne comprend pas ça toujours. C'est après, quand on devient papa ou bien on devient responsable, après, vraiment. Souvent, les parents disaient, ce que tu me fais là, ton enfant va te faire ça. C'est vrai. Tu vois, oh, mon enfant, mais il connaît s'il a essayé. C'est qu'il a voulu me montrer. Mais quelques années plus tard, quand ton enfant te fait quelque chose net, ces chansons de Alpha Blondy qui viennent à ta tête. Mon père avait raison. C'est magnifique, tu as nous joué tellement de tours, mais on va rester concentré. Tu es resté avec maman, tu es allé à l'école à l'Institut Frobel, tu l'as dit tantôt, jusqu'à quelle classe? Jusqu'à ce que j'ai le BPC à l'Institut Frobel et que je sois orienté au lycée municipal de Makori. Quand tu me parles de l'Institut Frobel, ça me rappelle, j'ai fait les cours de vacances là-bas, quand j'étais en classe de 4e. Là-bas, on portait bleu, blanc sur le moi. Moi, j'ai fait les cours de vacances en classe de 4e à l'Institut Frobel à Makori. Voilà. Ok, donc en 3e En 3e, j'ai eu le BPC là-bas et j'ai été orienté en seconde au lycée municipal de Makori. J'ai fait une seconde A2, c'est là-bas que j'ai eu mon bac, le bac A2 au lycée municipal de Makori et j'ai été orienté dans une grande école. Moi, je voulais faire les langues, je voulais m'inscrire à l'université parce que j'étais bon en allemand et en anglais. J'étais même le président du club d'anglais, le président du club d'allemand et en même temps président du club de théâtre et d'humour du lycée. Wow. Donc, je voulais m'inscrire en lettres modernes pour les langues. Et la vieille, elle m'a dit, ah, il faut regarder, ici, là, on n'a pas les moyens pour aller payer le papier à l'université encore, tu vas durer là-bas. Mes oncles, les gars m'ont conseillé, ah, fais une grande école, une filière, tu as ton BTS, tu fais un stage, tu peux trouver un boulot. Parce qu'actuellement, là, ta maman, voilà, on ne peut plus payer les livres, les cahiers, les documents et autres. Si tu fais un stage, une filière, tu as le BTS, tu fais un stage, que ça marche, tu as un boulot, tu peux te prendre en charge. À tout moment, tu peux continuer les études, ça ne finit pas. Et du coup, tu vas dans quelle grande école? À ESAM. Et tu fais quoi comme filière? D'abord, j'étais mal orienté. Quelqu'un qui a fait un bac A2. Ouais. Je voulais faire transport logistique parce qu'on avait des tontons qui étaient dans le transit, de douanement et autres. On se disait que peut-être après, on peut avoir un petit emploi auprès d'eux. C'était mal connaître les mathématiques. C'est que les mathématiques m'ont montré. En transport logistique. Transport logistique. 2 premiers mois net, je suis revenu. J'ai fait comment on dit, mutation. Une mutation. Voilà, une mutation. Je suis allé faire gestion commerciale. Ok. Là, il y a mathématiques, mais c'était un peu atténué quand même. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mon BTS en gestion commerciale. Et pendant tout ce temps-là, je jouais au football. C'est le football maintenant qui me permettait d'avoir un peu d'argent, prime d'entraînement, prime de match. Et souvent, les salaires, les petits jetons. Ton histoire avec le football, ça reste. Moi, je vois très souvent tes publications lorsque tu fais tes entraînements à Gonzagueville. Oui, dimanche. Tantôt tu es Mbappé, tantôt tu es Alain. Tantôt je suis CR7. Tout à fait. En tout cas, tu essaies d'identifier à tous ces grands joueurs. Mais ton histoire avec le football, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu en parles, est-ce que ce n'est pas avec une certaine amertume? Si je n'étais pas blessé, ça allait vraiment, ça allait me. Peut-être que je serais quelque part dans l'encadrement technique d'un grand club, peut-être en Europe.
si je n'avais pas contracté cette blessure qui m'a éloigné définitivement des stades. Ton niveau en tant que footballeur, tu as joué en division 2 ou en Oui, j'ai division joué 3 d'abord. ou en première division, je ne sais pas. Ouais, C'était quoi ton on va parcours de commencer footballeur? un peu. Tout à fait. Depuis le village, on jouait les tournois inter-villages. Après, je suis venu à Abidjan à l'école. Donc, On jouait tout jeune là? Oui. À 10 ans, 11 ans, tu déjà? À 11 ans, 10 ans, là, j'ai parté avec les grands frères. Quand il n'y a pas de joueur, on me met. Wow. Je joue avec eux. Et même quand j'étais à Abidjan, chaque congé, chaque vacances, je partais au village. Mais le président de notre club de village, il envoyait spécialement transport à ma maman. J'ai vécu un peu cette ambiance footballistique dans les villages où quand le pro il vient de la ville, il va tuer. Tu devais avoir toutes les femmes à tes pieds. Ah, ça foulaille. Raconte-nous un peu. J'ai donné ma vie à Dieu. Non, j'ai connu une femme tardivement quand même. Ouais. Voilà, j'ai connu une femme tardivement vers les 18 ans comme ça. Bon, c'est pas trop tard, mais au moins par rapport aux jeunes d'aujourd'hui. C'est vrai que ça va très vite. 11 ans, 13 ans, déjà, ils sont déjà sur le terrain. Nous, au moins 18 ans. C'est dommage, avec les réseaux sociaux, c'est clair qu'ils sont interconnectés. Ils sont dans l'instantanéité par rapport à l'information, par rapport à beaucoup de choses. C'est dommage. Mais pour revenir sur voilà. Donc, on est parti des OASU, pardon, des tournois intervillages, où, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de femmes, mais nous, on ne connaissait pas. C'est nos grands frères qui avaient toutes les go du moment. Nous, on ne connaît rien, on veut jouer ballon marqué seulement. Et après ça, je suis venu à Abidjan à l'école OASU, les OASU, tournoi OASU. Et après, maintenant, je suis allé en 2-3, troisième division d'abord, avec le Cosmos de Koumassi. Ok. Voilà, dirigé par le président Mide, ici, il me regarde, Cosmos de Koumassi. Et c'est de là que je suis allé faire mon premier test au stade d'Abidjan avec les juniors. Et le test étant concluant, avec les juniors, on m'a pris pour l'équipe A. Et on a commencé à jouer quelques matchs amicaux. Et je devais aller faire maintenant mes papiers au village pour venir, pour faire ma licence. C'est là-bas au village encore que j'ai contracté une blessure. Du coup, quand je reviens, je suis blessé, je ne peux pas jouer, je n'avais pas encore signé. On n'a que joué des matchs de préparation. Je n'ai pas débuté le championnat. Tu passes dessus rapidement, mais est-ce que là, tu ne te dis pas qu'il y a eu un sort qu'on t'a lancé au village? Bon, comme nous, on est africains. Hein? Non, je pense mais au-delà de la croyance chrétienne, il faut être réaliste. On est tous africains. Non. Je ne te dis pas que ce séjour au village a dû te causer ce tort-là que tu as dû vivre dans ta carrière de footballeur et qui a dû freiner cette carrière quelque part. Bon, moi, je ne pense pas. Moi, je dis que c'est des faits, c'est des trucs mais qui peuvent arriver. Cette blessure, tu la contractes comment? Je la contracte parce que je suis venu, j'ai fait mon nouvel extrait de naissance dont ils avaient besoin. Et puis, je devais faire des photos d'identité avec d'autres choses. J'ai déjà fait. On avait une finale dans le village. Okay. Et je devais repartir. Et mes tontons, qui étaient les responsables du football de mon village, ont dit, petit frère, il faut nous aider. Il y a un grand match demain, il y a une finale. L'honneur de notre village en jeu, tout ça. Les gars vont venir jouer chez nous. Il ne faudrait pas qu'ils nous gagnent, tu dois jouer. Et j'ai dit d'accord, je vais jouer. Et le lendemain, je vais rentrer sur Abidjan. Et je suis allé au match, on a porté les maillots comme d'habitude. Et moi, je suis avant-centre. Donc, dans la surface, le gars qui fait un retrait, je regarde pour faire une reprise. Le gardien qui avant-centre aujourd'hui dans le football moderne, c'est attaquant de pointe. Ok, voilà, parfait. Donc, Jean Drogba, un peu Haaland. Tout à fait. Voilà, le finisseur, à la Lukaku. Voilà, tu vois, moi, j'avais un style particulier, j'étais baroudeur. On pesait sur un renard de surface, comme on le dit généralement. Non, renard, c'est les Ben Badi. Et ils sont là, ils rôdent. Quand il y a petit Kafouya, ils mettent au coin. Mais toi, tu aimais aller quoi? Balle au pied, direct? Moi, fin dribbleur, finisseur? Non, pas fin dribbleur. À la Eden Hazard ou quoi? Non, un peu. C'était quoi le profil? Lukaku, féroce, force. Baroudeur, ouais, c'est ça. Pèse sur la défense. Comme un Rachidi Yekini en sortant à l'Africa. Voilà. Ouais. Et fini avec la tête, avec les frappes, en puissance, tout en puissance. Et voilà, un peu à la Haaland, quoi. Tout à fait. Voilà, donc, voilà, je devais faire une reprise. Le gardien est venu et il a eu croisement sur mon genou. Et c'est quoi, la rotule, non? Mais, ça, c'est déboîté, ouais. Voilà, c'est retourné là. My God. Sur le champ. Donc, mon pied est resté comme ça. Ils ont essayé de remettre en place et ils ont essayé de traiter traditionnellement d'abord parce qu'au village, les doyens, les papas, les vieux, ils connaissent beaucoup de médicaments. Et après, je suis venu en ville. J'ai fait 3 mois, 6 mois après. Je suis allé expliquer mon problème, mais ils avaient déjà bouclé la nouvelle liste. Donc,
Je suis allé faire un test au satellite après, mais je ressentais toujours cette même douleur là, quand j'accélère. Donc on devait opérer le genou, après je n'ai pas voulu. C'est souvent, si c'est mal opéré, tu peux plus courir. Donc on a essayé de traiter un peu traditionnellement, mais après là j'ai augmenté et puis voilà comment mon foot est resté. Mais malgré ça, je me suis formé à être entraîneur. Je suis allé faire mon diplôme d'entraîneur. Là, j'ai eu le premier degré, qui est la licence D, qui est cette licence-là qui nous permet d'entraîner les centres de formation. Voilà, jusqu'à ça. Et après, on va passer la licence C. Donc, j'attends le lancement actuellement. Dès qu'on lance, je vais m'inscrire. La licence C qui va me permettre au moins d'entraîner district, ou bien d'être adjoint d'un entraîneur de Ligue 2. Et ainsi de suite, on a la licence B et la licence A pour les équipes nationales. Donc, c'est des étapes. Parfait. Tu restes dans ta passion du football, mais pour quelqu'un qui t'est promu un bel avenir dans le monde footballistique, aujourd'hui qui se retrouve dans l'humour, c'est clair que ça te réussit super bien. Est-ce qu'il n'y a pas un regret quelque part? Bon, au début, forcément, on regrette. On dit, hey, si je n'avais pas été blessé, si le ballon là était bon, que j'étais footballeur actuellement là, c'était bon. Mais après, avec le temps, on s'est dit, mais c'est qu'on n'y était pas destiné. C'est que ce qui nous était destiné, c'était l'humour. Et en plus, c'est naturel. L'humour était à moi, je n'ai jamais voulu faire de ça une profession. Moi, c'était juste pour enjailler mes collègues, mes camarades de classe, mes amis de l'équipe, au quartier, taquiner, faire des concours de blagues, d'humour, de rire. Je voulais plutôt jouer au football et puis chanter. Et la vie a fait que j'ai contracté la blessure. Après ça, j'étais au quartier, je ne faisais plus rien. Puisque c'est au football que j'avais mes primes de match, primes de transport et tout, je ne faisais plus rien. Donc, j'ai un ami qui m'a proposé d'être vigile. Je pouvais aller voler, braquer, vendre drogue, arnaquer, brouteur, je ne sais pas, quelque chose d'autre, mais je suis issu quand même d'une éducation de rigueur. Mon grand-père et ma grand-mère m'ont vraiment, avec beaucoup d'humilité, de recul, nous ont vraiment bien éduqués. Parce que mon grand-père était ancien combattant. Ah, super. Voilà. Il a fait la guerre d'Indochine, Algérie. Il était dans le camp de Turoy au Sénégal. Il a dû te raconter des anecdotes à ce propos. Pas mal. Laquelle t'est restée en tête là? En tout cas, lui, il était médecin infirmier des armées. Ok. Caporal-chef. Donc, même comment il s'appelle ton grand-père? Il s'appelait Père son âme, caporal-chef CI bientôt. C'est mon grand-père. CI quoi? CI. Bientôt. Ah, comme pas bientôt. Voilà. Bientôt. C'est bientôt. Ouais, les anecdotes qu'il a dû te raconter lors de ces... Non, mais même ce qu'il a raconté, c'est qu'il avait son frère également qui n'a pas pu partir. Et c'est lui qu'ils ont pris. Et il dit, dans leur Jésus là, en tout cas, leurs papas sont des puissants morts, des puissants, des durs gars Mystique? de la tradition. Mystique? Donc ils ont des trucs, ils font même quand les... Ils sont protégés mystiquement. Oui, bon, par les esprits, en tout cas par leurs ancêtres. Donc quand les colons venaient les chercher là, et il y a des trucs, s'ils font des capas ou bien des choses, ils font, le gars, il peut être valide, un bras valide, mais ils vont le laisser, laissez-lui là, prenez-lui là, laissez-lui là, prenez-lui là. Donc son frère est resté, son frère, lui il est parti à la guerre, son frère est resté, mais après ils ont pris son frère, lui il a fait les travaux forcés, construction des rails. Tout ça. Donc lui, ma maman même, elle est née au Sénégal, à Thiès. Ah ouais? Oui, ils sont venus au village, ils sont venus à Abidjan. Elle dit, mais le vieux, quand tu es venu à l'époque, toi tu es venu à Abidjan là, il fallait rester, il y avait terrain cadeau, il y avait travail partout. Tu veux aller au village pour faire quoi? On dit non, il est parti faire, il faut qu'il revienne au village pour qu'on sache que c'est un héros. Il est parti à la guerre, il est revenu vivant. Tout à fait. Et il est venu au village, l'accueil, le respect, et puis la forêt, les terres de ses Tu sais, en fait, parents. ce qui est intéressant dans ce genre d'échange, et surtout avec toi, il y a tellement de belles choses à raconter. Non, si Vieux était resté à Abidjan, allait là comme ça, là, tu ne peux pas tirer un mois. On allait te briller. Mais comment ça se fait que ta maman naisse à Thiès, au Sénégal? Non, et mon grand-père et ma grand-mère avec qui j'ai vécu, ils sont mariés légalement. Ma grand-mère est partie le trouver, comment on appelle? Il a fait partie, quand ils se sont basés à Thiès, quand on les a, comment on dit même? Quand la guerre a pris fin, on les a regroupés dans le camp de Tiroy. Ma grand-mère qui était ici,
Parce qu'ils ont fait, je pense que des années là-bas. Hein. Elle est partie derrière lui. Il a fait venir. Waouh. Ouais. Une belle histoire d'amour. Oui, ils se sont mariés légalement, tout là-bas. Et ma maman même est née là-bas. Et c'est après. Elle t'a raconté un peu ces années sénégalaises, ta maman? C'est ma grand-mère qui me parlait un peu souvent. Sinon, ma maman, comme j'ai dit là. Ouais, vous n'aviez pas ce genre d'échange, vous n'aviez pas cette complicité quelque part. Ma grand-mère qui me racontait des histoires. Qu'est-ce que ta grand-mère t'a dit à ce propos? Ah, tu t'entends, quand je me plaignais un peu du grand-père, il est trop soldat, hein, nous. Il nous réveille à 5 h du matin. Oula, un garçon dort pas trop, levez-vous, tout ça. Donc, elle disait, ne sais pas de sa faute, vous savez ce qu'ils ont vécu. Et au Sénégal, là-bas, au camp, on les réveillait à telle heure. Et je ne sais pas comment on peut dire, cette rage-là, cette habitude est restée sur lui. Et que c'est pas facile. En tout cas, elle me parlait un peu, mais comme j'étais un peu plus petit. Cette rigueur qu'il a pu avoir de toutes ces années de militaire, c'est devenu quelque part une déformation professionnelle. Familiaux de façon militaire au village là-bas. Et il était médecin des armées, infirmier, pardon. Au village là-bas, on l'appelait docteur. Et avant, là, il y avait les caillards piqûres. Docteur CI bientôt. Voilà. Donc, il partait faire des piqûres. On l'appelait dans les villages pour faire des piqûres. Non, je l'accompagnais, c'est moi qui chauffais. Avant, c'était les seringues. Il avait les gamelles militaires. Les seringues, avant, on les mettait au feu, on chauffait à combien de degrés bouillis pour stériliser. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, je le suivais, je prenais sa sacoche de militaire, son paquetage, où tout est dedans. Quand on partait dans le village, il me dit, je donne le malade est là. Je coupe coton, il lui donne. Si on devait écrire un ouvrage sur toi, c'est clair que. Je crois que tu as déjà écrit un ouvrage sur toi, non? Oui, j'ai écrit. Mais moi, dans l'ouvrage, il y a un chapitre que j'aurais intitulé Le magnifique et son grand-père. Oui, cet ouvrage, ton ouvrage que tu as écrit, je ne l'ai pas lu malheureusement. Est-ce que tu as parlé de cette partie-là? Là, c'est le dernier que je suis en train d'écrire. C'est dans celui-là que je suis en train d'écrire tout. Ça, c'est mon autobiographie. Sinon, les deux premiers, ce n'étaient pas des choses concernant la famille. C'était le premier, c'était, je sais que c'est le médicament. Voilà, le médicament. Ça, c'était un cocktail d'humour, de blagues et tout et tout. Voilà. Et puis le deuxième, attends, je vais me rappeler le nom tout à l'heure. Et puis on est en train à fond sur le troisième en ce moment, qui est mon autobiographie où on parle de. Tu l'écris avec qui? Louis César Bancé. Ah, ok, ouais, le petit frère Aristide Bancé, ouais. Voilà. Très bon écrivain, ouais. Voilà. Un garçon qui est très productif, qui écrit super bien. Voilà. Mais quand je vois un peu ta trame existentielle, professionnelle, narrative, ça ressemble forcément à celle d'Adama Daïko, qui lui aussi a écrit pas mal d'ouvrages. Effectivement. C'est un modèle. Tu t'es inspiré de lui quelque part? Beaucoup, beaucoup. C'est même pas quelque part même. Dans la vie, quand tu veux commencer quelque chose, Kylian Mbappé, il rêvait sur Cristiano Ronaldo. Tout à fait. Il y a d'autres enfants aujourd'hui qui ont rêvé d'être comme Yaya Touré, Drogba, Messi et bien d'autres. Donc nous, quand tu veux démarrer l'humour, il y a des grands frères qui te font rêver comme Adama Daïko, Zongo Etao. À l'époque, on avait beaucoup de le doyen Gou, on a beaucoup de personnalités. Mais Adama Daïko, il m'a marqué personnellement parce que il a ouvert l'humour ivoirien sur le monde extérieur. Tu vois, avant, on faisait un peu de local. Adama Daïko est venu avec un français soutenu, avec des rimes, décortiquer la politique, la gouvernance, un peu l'Afrique et tout. Sincèrement, vu qu'on parle d'Adama Daïko, voilà. Il est tellement inspiré, ce monsieur. Ouais. En 2001, lorsqu'il venait ses sketchs audio avec Tatiana de Makansira, voilà. Kébé Mamadou, voilà. Toute sa clique. Koloko Gia. Merci. Ouais, ah non, ils étaient très inspirés, les gars. Ils avaient un locodrome avec Tonton Bouba. Tout à fait. Et puis, à un moment, les dîners gala en Côte d'Ivoire. Lorsque tu écoutais ça, tu avais quel âge, toi? Oh, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, je devais être dans la vingtaine, hein, quelque chose. J'imagine que tu devais être collé à ton poste transistor. Quand j'ai fait au football comme ça, j'ai poste à l'oreille tous les 16h, 15h à l'Ocodrome. Ne peut pas manquer.
Tu as pu payer ses premières cassettes, comme on le disait, on ses avait premières productions discographiques qui étaient distribuées par Showbiz avec Constant Nangono, Claude Bassolé et autres. Tout à fait. Tu avais tout ça? On avait ça. On ramenait ça à un stylo, à un Tout à petit fait, crayon. ouais. Les enfants d'aujourd'hui ne peuvent pas connaître le C'est goût de ça. impossible, c'est clair. Donc, vraiment, il m'a beaucoup marqué. Et après, c'est par rapport même, je ne sais pas si c'est Dieu qui fait les choses, grâce à son Fira, que j'ai été révélé aussi. Oui. Ma première grande scène, c'est vrai que j'animais dans les premiers espaces Zouglou en Côte d'Ivoire comme chevier gazeur comme ça, tous les vendredis. J'animais, animateur, présentateur. Et après, j'animais chez Aimé Zébier à l'internat pendant plusieurs années. Mais on va y arriver, mais on va reprendre le cours de notre échange. Franchement, oh wow, il y a tellement de choses, tellement de belles choses à raconter. Le magnifique, malheureusement, ta carrière de footballeur s'arrête avec cette blessure. Oui. Et en ce moment, tu as une année de BTS, c'est ça? Oui. Tu as pu avoir ton BTS? Oui, je l'ai eu. En gestion commerciale? Tout à fait. J'ai eu le BTS. Tu as pu faire des stages quand même? J'ai fait un stage pour valider. Voilà. Et puis après, je ne me suis plus trop intéressé à aller chercher du boulot comme ça. Pourquoi? Parce que ton stage ne t'avait pas marqué positivement ou c'était dû à quoi? Je me disais que je pouvais encore rattraper avec ma blessure. Je me disais que... Tu avais toujours cet espoir de continuer à jouer au foot? Ouais, 3-4 mois, je me disais que le genou, ça pouvait aller. Donc ça fait que, attends, après le travail, là, il y avait des demandes après. Donc, j'ai fini la soutenance, de valider, j'étais là, j'avais espoir, je partais m'entraîner un peu en cachette, un peu. Ton stage, tu l'as fait où? J'ai fait à la Sodeci. Ok, voilà. super. Donc, quand j'ai fini, je me suis dit, bon, j'ai toujours espoir, mais après, au fur et à mesure que les mois passaient... Vu qu'on parle de Sodeci, je vais faire une petite parenthèse. Et je pense que c'est l'occasion de manière officielle de parler de ça, mais de savoir qu'à Abidjan, ici quand même, on coupe de l'eau dans des zones, des quartiers sont privés d'eau pendant 4-5 jours. Toi, tu as fait ton stage à Sodeci. Comment est-ce que tu peux... Quel commentaire tu peux faire de ça? Non, on peut dire qu'il y a des choses qui arrivent techniquement. Il y a la technique. Mais il n'y a aucune communication là-dessus. On ne prévient même pas ces zones. Pendant 4-5 jours, des gens sont privés d'eau. Même s'il y a des travaux, on peut quand même communiquer là-dessus. La Sodeci communique. Wow, moi, j'ai été voir sur les pages Facebook. Ce dont je parle, c'est des choses que j'ai vécues. Ça m'a un peu... On t'envoie SMS donc, dans ce secteur-là, le courant sera interrompu. Attends. Ou bien sûr. Enfin, peut-être que la communication est mal drivée. J'ai pas envie de communiquer j'ai pas envie de critiquer leur système de com, mais j'avoue que honnêtement, c'est rarement que les gens communiquent sur ce genre de faits. Je vais dire, les capacités de production n'ont pas souvent beaucoup évolué, mais la population se multiplie. La démographie augmente. Avec tous les fleuves qu'on a, tous les barrages qu'on a. Tiens, c'est pas un fleuve seulement qui fait. Tu peux être dans l'eau et puis manquer d'eau. Vu que toi, tu as fait ton stage à la Sodeci, il faut nous édifier un peu. Ça peut servir. Le poisson est dans l'eau, mais souvent il transpire, il a soif aussi. Ouais, au-delà de cette thème d'humour-là. Non, mais objectivement, quand tu as fait ton stage, voilà, quelle explication on a pu te donner avec ce genre de coupure qu'on vit très souvent? Il y a longtemps que je fais mon stage. Quand je faisais mon stage, il n'y avait pas ce genre de problème. Il y a tellement longtemps. Mais je veux dire mon avis personnel en ce moment. C'est vrai que ces entreprises-là connaissent beaucoup de problèmes. Voilà, mais souvent il faut les comprendre parce que avant, il y avait un certain nombre de populations bien définies en fonction desquelles les gens avaient des appareils bien déterminés. Avec la crise, avec l'exode rural, les gens ont quitté l'intérieur pour venir en ville. Avec les gens qui quittent l'Europe pour venir s'installer à Abidjan, d'autres en Afrique. Abidjan a connu une démographie explosive. Donc ça coupe, il faut financer pour augmenter la capacité de production des machines, de tout ce qu'ils ont. Et vous voyez que ce n'est pas seulement qu'il faut faire. C'est vrai que ça fait, comment dirais-je, ça cause du tort aux populations quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas d'électricité. Mais de leur côté aussi, je ne pense pas qu'un commerçant, que ce soit son intention de priver son client de marchandises, mais des produits. Donc je ne les défends pas, mais j'essaie d'expliquer à ma manière selon les choses que je vois. Sinon, les populations que nous sommes aussi, on a besoin d'énergie, on a besoin d'eau à tout moment. Mais si ça arrive, il faut essayer aussi de comprendre un peu. Parfait, c'est tellement bien dit. Je suppose que tu es allé voir Dominique Khalif, qui est le directeur de la communication, je crois bien, à la CIE, pour ton prochain concert le 15 octobre. Oui. En tout cas, il vous a tellement bien défendu, là, il a tellement bien expliqué. Dominique, juste un coucou à travers cette interview.
essayer de soutenir, magnifique. Il a fait son stage à la SODECI et il arrive à bien expliquer, à comprendre que bon, c'est vrai qu'en tant que commerçant, mais les gars, essayez quand même de communiquer de temps en temps. Ouais, c'est juste un coucou. C'est un ami, un frère, Dominique Calif. Ils sont en train de faire un effort pour pallier à tout ça. Chaque jour, ils font des efforts. Et ça, parfait. ça. Tu finis ce stage, tu soutiens, voilà. Et après, tu te dis non, j'ai toujours espoir de reprendre le foot. Parce que quand je vois encore les footballeurs, mon cœur, il dit, mais non, attends, j'ai peur. Mais quand je vais, j'accélère, ça ne va pas. Je vais dans des clubs, ça ne va pas. Et vers la fin, je n'ai pas eu de boulot, je n'ai pas fait de demandes de travail et tout. Et malheureusement, encore le football, je ne peux plus parce que le genou, ça ne va pas. À force de forcer, d'essayer, je n'ai pas un traitement adéquat parce que je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de trucs. J'ai fait des traitements approximatifs. Mais au-delà de ça, toi, tu ne voulais pas faire d'opération parce que tu t'es dit que tu n'allais plus avoir l'usage de ton genou, alors que ça aurait été la solution bon, quelque part. Je ne sais pas si j'ai mal fait ou bien fait, mais effectivement, ce que tu as dit, je n'ai pas voulu faire parce qu'on disait que, ah, Joe, ici, là, si on opère ton genou, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a bon docteur de ça? Est-ce que tu pourras rejouer comme avant? Tu pourras accélérer, freiner brusquement, pivoter, faire les feintes, tout ce qui a pu frapper? C'est que le genou est l'appui le plus important quand tu es attaquant pour accélérer, pour feinter, crocheter, frapper, tout ce qu'il faut, c'est ton genou. Tu as vu, c'est un très bel ouvrage. Hein. On va passer au chapitre humour tout à l'heure. Mais avant de refermer le chapitre... footballistique ou bien... Tout à fait, merci. C'est ce qui t'emmène à avoir pas mal d'acquaintances, pas mal d'amitié avec des footballeurs, c'est ça? Oui, il y a ça. Que le football aussi qui est une de mes passions, de ma passion. Et eux aussi, ils aiment l'humour et ce que je fais, l'humour, la musique, un peu tout. Donc c'est comme si on s'était croisés. Moi, je donnais le rire, l'humour, parce qu'ils se battent fort dans les clubs là-bas. Les footballeurs avec lesquels tu as eu des amitiés très très poussées, c'est lesquels? Déjà, on va dire Gradel, Mas Gradel. Ouais. C'est quelqu'un avec qui on a été vraiment beaucoup en contact. Il y a eu Drogba, Gervinho. Voilà. Il y a des footballeurs locaux aussi ici également, Aristide Bansé. Ok. Voilà, Bansé aussi, il a été international quand même. Oui, bien sûr. De Mayence. Mayence, il est parti il a tourné un peu. En Belgique, je sais pas, un peu partout. Il a commencé par la Belgique, après l'Allemagne. Après l'Allemagne, il est parti en Turquie. À un moment, il était... il n'a pas joué en France aussi également, je ne sais pas, je ne sais plus. La France, il devait signer un moment à Metz. J'étais informé de cette histoire, il n'a pas pu signer parce que c'est un très bon ami à moi, c'est clair. Qu'est-ce qu'il a fait? Justement, quand tu ces amitiés-là, que ce soit avec Bansé, avec Gradel, Drogba, quelle est laquelle de ces amitiés avec ces footballeurs-là qui t'a marqué? Laquelle des amitiés? Je dirais Gradel, parce qu'on a été encore un peu plus proche sur beaucoup de choses parce qu'il aimait même l'humour que je faisais. Souvent même, quand ça arrivait, quand j'avais mes spectacles à faire, souvent que j'étais à lui, je répétais, il me donnait des idées, on échangeait et vraiment il aimait beaucoup et il voulait même faire la musique. Il avait besoin d'acheter du matériel de studio pour faire un home studio chez lui. Tout ça, j'étais avec Angelo Basta et vraiment, à Abidjan ici encore, mon arrangeur Paché, avec qui je travaille, quand il venait, je le faisais venir chez Paché, on travaillait, il voulait apprendre la musique, et puis, en tout cas, il était... Vous avez dû vivre beaucoup de choses, mais un fait marquant dans cette amitié que vous avez entretenue pendant de longues années, le fait marquant. Le temps que je parle, tu vas te rappeler un peu. Parce que je sais que vous êtes restés ensemble pendant longtemps lorsqu'il était à Saint-Étienne. Oui. De Saint-Étienne, après, il est parti en Angleterre. Oui. Après l'Angleterre, je crois, il est revenu en France. En France, oui, à Toulouse, oui. Voilà, à Toulouse. Et là, maintenant, il est en Turquie, à Sivasspor, je crois bien. Tout à fait. Toutes ces années-là, réfléchis, tu cherches un peu. Un fait marquant. Peut-être un voyage que vous avez fait, peut-être un séjour qui t'a offert, lors de l'une de ces vacances aussi, quelque chose de très fort que vous avez dû vivre. C'est quoi? Un fait marquant, en tout cas. Mais le fait, il y a eu plusieurs, mais bon. Oui, plusieurs. Nos premiers Donc, vas-y, deux, trois faits marquants. Nos premiers contacts, quand je partais jouer pour la première fois dans un espace à Paris, en 2011, et qu'il était dans la boîte également. C'était ma première fois de jouer. C'est là que on a échangé.
ils voyaient déjà mes prestations sur les réseaux. Et ce jour-là, ils étaient dans la boîte quand je devais prester avec Yves Amand de Bordeaux comme manager à l'époque. C'est-à-dire quoi, la Piedra? Oui, à la Piedra, oui, à la Piedra. Soit à la Piedra ou l'Atlantis, parce qu'il y a eu la Piedra, c'est la Piedra. Ah, ok, parce qu'il a pris l'Atlantis avec... Quelque chose, Billet. Ouais, c'est ça. Voilà, Billet. Donc, Gradel était là, Cadet était là, il y avait d'autres joueurs, tout et tout. Après, il m'a félicité. Quand il a fini de jouer, il m'a donné même sa carte de visite, tout son numéro, tout ça. Et après, c'est là que la rencontre se fait. C'est-à-dire, il vient suivre ton spectacle à Paris, voilà. Parce que quand on parle de la Piedra, c'est à Paris. Voilà. C'était une boîte de nuit, il y avait les soirées les dimanches avec Yves Amand de Bordeaux, Billet, Patron Vénance. C'était un peu, voilà, les soirées de dimanche. Voilà. C'est ça. Et c'est là qu'on a fait connaissance. Il a aimé mon spectacle, il avait déjà vu mes vidéos déjà auparavant, tout ça. Et c'est là qu'on a échangé, il m'a donné son numéro. Et donc, c'est là qu'on a changé de contact et il m'a dit il est à Saint-Étienne et que si j'ai un bout de temps de venir à Saint-Étienne. J'ai dit ok, demain si je me réveille l'après-midi, parce que les prestations là-bas c'est au petit matin. Tout à fait, 4h, 5h du matin, ouais. Voilà. Donc, on sort de boîte à 6h, 7h carrément. Voilà. Quand je me réveille l'après-midi, j'ai fait un testo, tout et tout, et puis il n'y a pas de souci. Et je me suis réveillé, je lui ai fait un testo, il m'a répondu. Et il m'a dit de venir à Saint-Étienne. Il dit quelqu'un même, c'est la première fois ici à Paris. Où j'habite même, je ne connais pas le nom. C'est Saint-Étienne, mais c'est que je suis perdu. Tu ne peux pas envoyer un hélicoptère pour venir me chercher. Il m'a dit non, si tu as quelqu'un, si tu as ton gars, voilà ce qu'il faut faire. Je te prends des billets en ligne. Tu vas à la gare de Lyon. Tout à fait. Ton train, il ne faut pas descendre à Lyon, Pardieu, il ne faut pas descendre. Tu descends à Saint-Étienne, Château-Creux. Donc, mon gars, mon ami, je lui ai expliqué. Il m'a dit non, il n'y a pas de souci. Il a Marius Omayou, qui est mon manager aujourd'hui, représentant du côté de l'Europe. Ouais. Il a tiré les billets. Très belle amitié. Ouais. Voilà, donc c'était là aussi que Marius Omayou, on est parti. Il m'a accompagné à la gare de Lyon. Il m'a dit monte, tu vas arriver à Lyon, Lyon-Pardieu. C'est ça. Ne descends pas. Va, il y a Saint-Étienne. Saint-Étienne, il y a une autre gare de Saint-Étienne, c'est pas là-bas. Où ils vont dire Saint-Étienne, Château-Creux, tu descends là-bas. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui, tu descends là-bas. Je suis parti, je suis monté dans un truc là, je suis là comme ça, il regarde du cas, Lyon, Pardieu, 0. Lyon, Perrache. Ouais, c'est ça. À Lyon, il y a 2 gars. Il y a la Pardieu, puis il y a Lyon, Perrache, ouais. 0. Ouais. Ceux qui regardent là, les gars de UTB, c'est pas de nos fautes. On est en train de parler de. Hein? Là, c'est le train, c'est le TGV. Voilà, on parle de vous voyez, mode diapromas nucléaire sous haute tension. C'est Jésus. Ouais, vas-y, là, tu arrives à Saint-Étienne, ouais. Je l'ai appelé avant de venir, il dit ok, il n'y a pas de souci. Il finit l'entraînement à l'heure de mon arrivée, c'est en fonction de ça qu'il a pris le billet, parce qu'il connaît l'heure d'arrivée. Chaque station, il a pris. Je suis à tel niveau, il dit je sais. Je suis ici là. Ouais, parce qu'il a les horaires, ouais. Voilà. C'est ça. Il savait qu'à telle heure tu allais arriver à Lyon, tout et tout. Et c'est comme ça qu'il m'attendait. Je suis arrivé, il est venu me chercher. J'ai dit, quand lui-même venait comme ça, il faut voir les blanches là. Regardez, Max, si je peux avoir une photo avec lui. Donc moi-même, le villageois qui vient, il faut me voir, il me s'emplit à côté. Ouais, tu te rends compte de sa popularité, de sa célébrité à Saint-Étienne, ouais. Oui, et moi aussi, il est tapé à Sof, il faut l'indiquer, moi, il joue au Qatar, je suis ton grand frère. Ils vont faire photo avec moi, il joue au Qatar. Tu as voulu twister un peu sur l'heure de gloire de l'instant présent quand même. Parti, mais oui, on est parti à la maison, il m'a fait visiter la maison. Il m'a demandé si je voulais rester à la maison ou bien il dit non, à l'hôtel. Moi, je préfère rester à l'hôtel parce que moi, j'aime pas trop indisposé. Donc, on a passé la soirée, il m'a déposé à l'hôtel. Le lendemain, à 7h, on est parti à l'entraînement. C'est là-bas que j'ai connu Bayal Sall, Aubameyang. C'est ça. Ils étaient à Saint-Étienne. Et le jour qui suivait, Magic System jouait aux Zénith de Saint-Étienne. Tout à fait. On est parti. C'était en 2012. Voilà, en 2012. J'y étais. Voilà. J'étais avec eux. On est parti aux Zénith de Saint-Étienne. Je ne sais pas si tu avais vu. Ils nous ont on est monté sur la scène. Ouais. On m'a présenté en tant que nouvelle recrue de Saint-Étienne. Ils ont présenté Kitambala. Ils ont présenté Bayal. C'est ça. Ils ont présenté, voilà.
avec Mas Gradel. Et ils ont présenté le magnifique, la nouvelle recrue. Il y a une fille blanche qui m'a dit, lui, elle, ses narines là. Lui, là, c'est celui qui joue. Arrête, tu sais comment je suis arrivé ici. Ça, c'était vraiment des belles expériences. Ouais. Après, on a gardé notre amitié. Quand je suis de passage en France, je vais le voir. Il vient à Abidjan, il passe me voir. Et voilà, ma maman, elle avait une buvette. Quand il venait au garage là-bas, ça créait le meute. Gradel est venu voir la maman, dit magnifique. En tout cas, vraiment, c'était vraiment, c'est un gars vraiment bien, c'est un gars très bien. Et Drogba aussi qui m'a fait une surprise à la Comédie de Paris. On est parti avec maman pour jouer pour le spectacle sans visa au Casino de Paris avec Gou, Agalawal, Omar Defonzou, Charlotte, Digbe, tout ça. On a fini de jouer et individuellement chacun devait jouer son spectacle à la Comédie de Paris. Et je lui ai envoyé un texto et après aussi par le biais d'Eric Osseri, je lui ai dit qu'il joue. Ils ont coordonné ça. Le jour de ma prestation, j'ai dit non, qu'il garde au moins 4 places, qu'il y a Drogba qui arrive avec les blancs qui géraient la salle. Oh, toi, il faut arrêter, tu connais Drogba où? Et moi, j'ai dit à maman et à son équipe que Drogba a confirmé, il va venir avec ses... Il dit ok, il n'y a pas de souci. Dika dit bon, il ne peut pas garder des places devant parce qu'il doit faire une captation. S'il y a 4 trous devant, ils vont garder bon, au fond. S'il n'est pas venu, de toutes les façons, on ne voit pas. Bon, ma salle était pleine, ils ont gardé cas. Donc on dit, bon, monsieur, tu as dit, ton Drogba va venir. Hein. Là, on va commencer, là, il est l'heure. Tu vas monter dans 1 minute. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand je suis monté comme ça, quand je dis, mesdames, monsieur, bonsoir, je suis content d'être. Je vois les femmes blanches, les gars, les courent pour venir vers moi. Je dis, il est arrivé, Drogba est là. Donc, j'ai dit, je vous avais dit qu'il allait venir. Donc il est venu, il dit. Ceux qui me regardaient là, ils ont commencé à regarder tous derrière. On dit le spectacle est derrière. Il dit non, c'est ici. C'est pas, il est monté sur la scène. Wow, en tout cas, un moment plein d'émotions. Le coin est gâté. Il s'est installé avec Isaac, son enfant, avec Eric Osseri et puis un de ses gars. On s'est soutenu, en tout cas, vraiment. Et même après mon spectacle, il y a Gou qui jouait. Ils disent ils vont rester, ils sont restés, ils ont soutenu le doyen Gou. Et puis vraiment. Voir une légende comme ça s'est déplacée pour toi. C'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. C'est plus que de l'argent. C'est plus que de l'argent. Le respect, l'estime, la considération, le niveau où il te positionne dans l'esprit des gens, cette visibilité qu'il te donne, c'est plus que des milliards. Mais quand les gens te voient un joueur, ah, il t'a donné l'argent. Oh, ça c'est l'argent. Non. On n'a pas besoin souvent forcément d'argent pour avoir une certaine notoriété. Voilà. Donc vraiment c'est fort ces gens, les gestes. C'est vrai que là, tu fais la transition et j'aime bien quand on surfe là-dessus comme ça. Ouais. Tu as évoqué le nerf de la guerre, l'argent. Bien sûr, bien Dans sûr. ces collaborations avec ces footballeurs qui t'apprécient, forcément, qui sont venus vers toi par rapport à ton talent, c'est lequel qui t'a donné une grosse une forte somme d'argent? Une forte somme. Ouais. Non, en fait, il n'y a jamais. Si tu vois bien, je n'ai jamais eu mis d'argent. Non, c'est pas toi qui le mets. Voilà. C'est les gens qui, forcément, quand ils posent un acte, c'est spontané. Je veux dire, pour t'encourager dans ce que tu fais, par rapport à ton initiative, par exemple, par rapport à ton talent. Quand j'organise des spectacles, souvent Gradel, il prend un certain nombre de tickets ou bien il me donne de l'argent. Non, mais je comprends. On ne peut pas dire celui qui t'a donné une forte somme d'argent. Ouais. Voilà, on ne peut pas dire ça. Parce que. Mais je veux dire forcément, quand tu démarres, que tu vas voir Gradel à Saint-Etienne, ou bien dans vos rencontres. Oui, quand on finit de passer notre séjour comme ça, merci. Un jour, il a dû te dire, vraiment pour t'encourager, tiens, par exemple, je dis n'importe quoi, 1 000 euros, 2 000, 3 000, 5 000 euros. La plus grosse somme que tu as dû recevoir d'un footballeur, peut-être sans dire son nom, c'était combien? Non, il n'y a pas de plus grosse somme. Bon, l'argent qu'un footballeur t'a donné. Non, je vais dire, chaque footballeur, ce qu'il a, il te donne. Mais combien? C'est pas un contrat. Bon, on ne peut pas je sais, mais combien? On ne peut pas dire. Combien? Non, ils me donnent ce qu'ils peuvent donner. Je ne suis pas allé faire leur travail. Je sais. Je sais que tu es assez pudique sur le sujet. Mais tu peux dire, par exemple, je sais qu'un jour, il y a un footballeur qui m'a donné, par exemple, 3 000 euros. Un exemple. Ce n'est pas peut-être une grosse faute d'argent, c'est 2 millions de francs CFA, ce n'est pas beaucoup d'argent, ce n'est pas 50 millions, ce n'est pas 100 millions, mais au moins il y a un qui t'a fait déjà un geste quand même assez remarquable. Je te dis toujours que chaque footballeur fait toujours un geste et quel que soit le montant qui est insignifiant ou fort ou moyen,
le geste est un geste, il est très fort. Ça, c'est donc, clair. on ne peut pas évaluer. C'est comme moi, par exemple, je déteste quelqu'un à qui il n'est pas venu travailler pour moi, il n'est pas venu faire mon boulot. Je lui dis, bon, Asso, comme tu es venu me voir, tiens un transport, et puis il va vouloir compter devant moi, comme si il y avait quelque chose, il a travaillé pour moi, et puis un billet va manquer, non. On te donne quelque chose, prends, tu dis merci, tu t'en vas. Arrivé à la maison, mais où tu vas, après tu comptes. Mais tu n'es pas obligé de dévoiler les montants. Moi, je pense que tous les footballeurs qui m'ont soutenu, qui m'accompagnent, par exemple, en tout cas, celui qui m'invite chez lui, soit à la maison ou bien qui me trouve pour un spectacle, quand je suis sur scène, il y a d'autres qui nous donnent de l'argent sur scène, il y a d'autres qui peuvent t'inviter à la maison ou bien quelque part à un événement, il te donne ce qu'il peut te donner. Il y en a, par exemple, quand j'ai mon spectacle, ceux qui savent, par exemple, j'ai Vigno, il parraine souvent mon festival au quartier. Il me dit, bon, ben, je prends telle partie en compte, le côté, les cachets des artistes, il peut prendre en compte. Gradel, tu as ton festival, tu as ton spectacle, je loue la salle, ou bien je paye tel nombre de tickets pour donner à mes fans, ou bien aux gens, ou bien que tu vas partager à tes fans à mon nom, ou bien avoir un soutien. Mais on ne peut pas venir dire que voilà, lui là qui m'a donné une forte somme, lui qui m'a fait ceci. En fait, c'est pas une... Non, mais sans dire leur nom. Non, il n'y a pas... Tout le monde soutient comme chacun soutient comme 5 millions, 10 millions, 20 millions. Chacun soutient les artistes comme il peut. Tous les footballeurs ivoiriens soutiennent les artistes comme ils peuvent, comme ils le font. Quel que soit le montant, quel que soit ce qu'ils donnent. Une chose est sûre, la contribution, il y a cet élan de solidarité footballeur, artiste, c'est la même chose. Déjà, même quand ils marquent la façon de célébrer avec tes pas de danse, déjà, ça, on a vu Drogba le faire avec le coupé décalé lorsqu'il était à Marseille en 2003-2004. Lorsqu'il marquait un but, on le voyait esquisser des pas de coupé décalé. On a même vu l'image dans le clip de DJ Jacob. Ça redonnait forcément de la force à ce mouvement musical. Et ce sont ces genres de faits qu'il faille relever. Voilà. Parfait. On referme la parenthèse, tes rapports avec les footballeurs, le football, ta passion. Et du jour au lendemain, tu te lances dans l'humour. Ça vient comment? Déjà, comme je dis, bon, pour ne pas répéter la même chose, ma grand-mère est comédienne. Ouais. Et les grand-mères, elles aimaient les petits-fils beaucoup. Elle me met au dos pour aller faire son humour avec ses camarades, les femmes mariées du village. Elles ont un groupe, un Boeing, qui a un nom de comédie d'humour. Et je suis là-bas. Et j'ai mon petit oncle, père à son âme, grand chansonnier traditionnel. Toute la région de l'Ouest le connaît. Il s'appelle Rai Kayo, père à son âme. Grand comédien, chanteur, humoriste, chanteur au village, vraiment en langue. Et on a notre tonton Théisson, qui est Abidjan ici aussi, lui aussi grand. Et j'ai mon... De même Théisson, Majordon, dans ma famille, là. Ouais, Majordon, voilà. Ouais, ok. Et j'ai encore mon grand frère Jos Kezo dans la famille, qui est... Son papa aussi était ancien combattant, il était sergent dans l'armée, ancien combattant, où mon grand-père était caporal-chef. Tout à fait. Donc, tous ces... Le caporal-chef, voilà. CI bientôt. CI bientôt, père à son âme. Ah, bon. Ouais. Donc l'humour, en fait, c'est une affaire familiale. Voilà. L'humour, le talent artistique. Moi, je voulais chanter, forcément, je voulais absolument chanter. Parce que j'aimais beaucoup Gadji Seli, Yodé Siro. Donc, j'interprétais toutes les chansons éléphants de Gadji Seli. Toutes les... Il faut entonner une chanson là de Gadji Seli, s'il te plaît. Alors, on peut prendre Sénégal 92. Aliwaza, tout pignon, alingoza, éléphant, discipline, travail, akesa kona lingo na piye o. Ocheche Cameroun e onyale, wa maman babi Congo, babi Soufeli. Wa Roger Mila, tele nuale, Baswada Bedi Pelé, Jules Bocandé. Ça c'était là. Aïe, aïe, gaga, na libe ilambi o, éléphant o. Non, Gadji Seli, tu ne peux pas comprendre. Président Gadji Seli, c'est énorme ça. Il faut voir, il y a Éléphanto que j'ai repris même avec les éléphants un moment, tout ça. Donc, je le voyais en moi ou bien je me voyais en lui. C'est footballeur, chanteur en même temps. Donc, c'est ce que je voulais faire même. Donc, je voulais chanter, je n'ai jamais voulu prendre l'humour comme ma profession. Donc je partais faire des maquettes et l'arrangeur, à des moments de pause, je raconte des blagues, il rigole jusqu'à il dit mais toi là-haut, au lieu de te fatiguer à faire chanson, ça ne marche pas là. Les petits trucs bêtes, tu fais quand on est. C'est quel arrangeur ça qui t'inspire ainsi? Pascal Adou.
Ah oui, oui, il a commencé en son temps. Tout Il à a fait. un très proche de Christy B. Voilà, Christy B. C'est ça. Pasteur Guy. C'est tout ça, avec voilà. la Dream Team. Tout à fait, tout à fait. Un monsieur sympa, gentil, que je salue de passage. Ouais. Vraiment, hein. Il m'a dit, mais fais les trucs là, faut professionnaliser, organise-toi, tu as raconté. Au lieu de te forcer à chanter alors que ça ne va pas. Il dit, ah, viens vers moi, j'ai chanté, qui va faire comédien, c'est qui respecte comédien même. Et malheureusement, je ne sais pas, il avait perdu quelqu'un. Et à la veillée, tout ce qu'il a arrangé comme artiste chanteur devait venir le soutenir. Moi aussi, j'ai dit, je vais chanter. Il dit, bon, chante, mais fais un peu ce que tu fais là, l'humour là. J'ai dit, d'accord. On est arrivé, les gars sont passés. Quand moi, il a commencé à chanter net, il faut voir les bâches ont commencé à se vider. Et puis il m'a dit, fais humour. Quand il a commencé à faire humour, les gars ont freiné. Et puis les gens ont dit, c'est qui ça? J'ai commencé à raconter encore deuxième, les gars ont commencé à dire, mais qui est bête comme ça? Les gens sont revenus. J'ai dit, jamais, j'ai eu travaillement pour la première fois. J'ai dit, ah. Je suis allé m'asseoir, il m'a fait comme ça, tu as vu? Je suis allé m'asseoir, je ne peux pas. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Et j'ai chanté, je suis allé à la maison, il n'a même pas pu dormir même. Ah, donc j'ai fait les trucs bêtes vraiment. Dans ma vie, quoi. Moi, il n'a pas chanté pourquoi. Ça me rappelle une petite maxime que mon père m'avait donnée quand on était petit. Mon père disait, c'est l'herbe que tu n'aimes pas qui pousse dans ton champ. C'est-à-dire, le métier que tu redoutais, que tu ne voulais pas embrasser, c'est ce métier qui s'impose à toi au final. Je te dis, et il y avait Cisco Ngoa, ce jour-là, qui présentait la partie artistique de cette veillée-là. Et il m'a dit, donc, tu viens sur la radio de Koumassi, la radio Ngoa. Tu vas faire une rubrique de 10 minutes chaque matin dans mon émission, rubrique de bonne humeur, de gaieté. Et quand je faisais la sécurité, gardiennage, la nuit, je descends le matin à 7h, je vais faire la rubrique à 10h, de 9h à 10h, et après je repars. C'est comme ça a commencé un peu, jusqu'à ce que je commençais à tourner avec la radio, dans les émissions de Koumassi, partout. Dans les émissions de la radio, à travers la commune de Koumassi. Un peu, jusqu'à ce que un jour, un technicien de la radio de Koumassi à l'époque, père à son âme, il s'appelle Benson, il est décédé maintenant, il a dit, il y a Didier Blou qui reçoit un prix au Gotha, il y a un bar qu'on appelait le Gotha, est-ce que tu ne peux pas aller tenter ta chance là-bas? Il dit, ok, il y a allé tenter. Je suis parti, j'étais assis, les gens ont joué, quand j'ai presté, Didier a vu, il m'a dit, ah, mais tiens, ça m'intéresse, j'ai une émission sur Radio Côte d'Ivoire qu'on appelle Le Grand Jour. Et il y a une rubrique dedans qu'on appelle Rire le matin. Et j'ai déjà du beau cravate avec un autre humoriste. On raconte des blagues, lui il enregistre et puis il les diffuse le matin. Mais souvent on les enregistre souvent dans un contexte de direct, comme si on était là. Donc, il choisit un jour comme ça, il m'appelle, il dit, ah grand frère Didier, ah oui, je suis parti à la radio, j'ai trouvé Dibeu, les autres humoristes, Abbas. On commençait à raconter, il a enregistré, puis il diffuse un peu. Et c'est en racontant un jour à ça Julien, il m'a vu, il est venu, lui là, il faisait nécrologie sur la radio. Il dit, ah mais tiens, je vois que tu es bien. Moi j'ai une émission sur RTI 2 qu'on appelle les après-midi de la 2. Et je rediffuse les passages de Abbas, de Panache, l'émission Panache avec Mariam Koulibaly, qui font le samedi, je rediffuse sa partie à un moment. Et si tu venais tenter ta chance en direct, en lieu et place de la rediffusion, puisque lui, c'est déjà en direct, viens, tu vas occuper ce petit carnaval-là. Il a dit ok. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler lui sur RTI2 tous les mercredis à 14h. Je venais faire mon petit show humoristique de 10 minutes pendant 2 ans. Et après, il a été remplacé par Caroline Landji. Elle aussi également, on a travaillé. Et je suis venu avec Christelle Meledji sur RTI 1 à 6h du matin avec Matin Bonheur. Je venais faire ma rubrique avec Québec. Et c'est comme ça avec Gadji Seli. On a fait Ivoire, RTI Musique. Ils avaient leur lancement. Tout ça, j'ai fait une en 2005, ouais. Voilà, qui a plu. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec l'espace chez Vieux Gazeur, au Zougou, à Sikojima Kori. Waouh, un parcours, hein. Tu commences par Pascal Adou, ouais. Didier Bléou, le directeur de l'A3. Oui. Après Didier Bléou, Assa Julien, Caroline Langui, Christelle Meledji. Et après, je vais chez Vieux Gazeur et Aimé Zébier, maintenant à l'internat, pour vraiment la vraie formation. Là-bas, on a fait plus de 4 à 5 ans. Hein.
tous les dimanches, j'étais au pupitre à l'animation humoristique avec le groupe Woyo, avec les orchestres en live. J'ai chanté avec les Woyo, je chantais avec les orchestres, je racontais des blagues, je présentais, j'annonçais les prix des boissons, j'entretenais les gens pour les transitions. Donc c'était devenu une référence là-bas. En tout cas, je voulais saluer le vieux père Mézébier, on m'a beaucoup aidé à cette époque. Et quand ça a commencé à prendre, j'ai dit, bon, tu sais, Dieu, il fait beaucoup de choses en son temps. Hein. Ouais. Quand j'étais vigile, j'étais avec une société de gardiennage, j'ai fait au moins 3 mois. Et après, j'ai un ami qu'ils ont débauché, qui devait réformer une sécurité à la porte, à la guérite d'une entreprise de communication. La première agence de communication en Côte d'Ivoire, qui était Panafcom, dirigée par M. Bréchat, Pierre-Daniel Bréchat, qui a eu pour stagiaire M. Fabrice Awignon, les responsables d'autres structures qui sont là aujourd'hui, de Macan, d'autres agences de communication, et tous ils étaient là-bas. Et moi qui voulais faire la chanson, l'humour, je suis au portail, je suis vigile. Bon, j'étais caviar. J'étais caviar. Bon, il faut une note d'humour quand même dans ce récit très émouvant. Tu viens de très loin. Ouais, vas-y, on te laisse continuer. Je ne peux pas dire aussi vigile, j'étais gardien, parce que vigile, c'est bim de gardien. C'est qu'un gardien a des icônes. Donc j'étais à la porte et je voyais des icônes de l'humour, de la comédie qui venaient maintenant pour faire les pubs. Comme Gou, Michel, Akissi Delta, Amélie, les deux côtés, ils venaient pour faire des pubs. Parce que l'agence, c'est une agence de communication. C'est ça. Donc c'est eux qui tournaient. Bon, je ne sais pas si ça, bon, pour cause des publicités. Ça ne dérange pas, hein? Lâche-toi. D'accord. Il n'y a pas de censure dans cette émission. D'accord. Donc c'est eux qui tournaient Jumbo. Et à l'époque, les groupes venaient faire publicité de Jumbo. Et même si vous avez vu une chanson d'un savon qu'on appelle Faninko. C'est ça. C'est moi qui ai fait la chanson, mais après ils ont pris des gens pour faire la pub pour le groupe, pour tourner. Donc on a un commercial qui dit, toi là-haut, chaque jour tu dis, tu chantes la même. Voilà un test, on doit faire une chanson pour le savon Faninko. Voilà les partitions. Voilà. Vas-y. Non, pas les partitions, mais voici les caractéristiques du savon. Ok. Est-ce que tu peux composer une ça peut petite t'inspirer, chanson? ouais. Si ça peut t'inspirer, on ne sait jamais. J'ai dit, donne-moi. J'ai fait la nuit. Il est descendu vers 19h, il m'a donné. La nuit, j'ai essayé de fredonner. Faninko, plus faro, plus fouca. Faninko, c'est le las. Emballez-moi. Tu vois, ça c'est moi qui ai composé la chanson. Et le jour d'aller en studio, on pris Père son âme Jean-Roger Adam pour aller chanter. Puisque lui, il avait une belle voix. Et ils ont chanté. Mais c'est moi qui ai composé la chanson. C'est toi qui as fait le test, voilà. ouais. Quand il est venu matin, il m'a dit, ah, mais viens, j'ai chanté. Il dit, mais c'est pas mal. Allons voir le blanc, le DG. On est allé, il m'a dit, chante. J'ai chanté, il dit, mais c'est super. Je suis descendu, on dit, bon, on va en studio. On est parti. Le studio était fermé, je devais revenir le lendemain. Mais après, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé en Vaoua. Je vois le son est sorti, Jean-Roger a chanté. En tout cas, il a une très belle voix que moi, Père son âme. Et les gourous sont venus tourner dessus. Et c'est à partir de là, les gars ont commencé à dire, ah, mais il n'est pas mal, il fait humour, il fait comédie. On devait faire promotion à Wafou, à l'hôtel Wafou, d'un produit. On m'a dit, bon, on a besoin de toi pour animer, est-ce que tu peux? J'ai dit oui. Je suis allé, le monsieur était là, les partenaires sont là, j'ai pris le micro, j'ai animé, j'ai présenté, j'ai fait humour, les gens étaient contents. C'est comme ça que ça a commencé à partir. Le monsieur là, quand il y a les événements maintenant, on m'appelle. Et en même temps, j'animais dans les espaces Zougou, tout ça. Donc ça fait qu'à un moment, je ne pouvais plus rester à la guérite. Ils ont commencé à m'appeler maintenant pour les films. Mon premier film que j'ai tourné avec... Ton salaire de vigile, c'était combien? Au début, c'était 65 000. Ouais. Et puis après, on est passé 100 à 80 000. pratiquement. Voilà, après on est passé à 80. Et maintenant, quand j'étais responsable, j'avais 115 120 000. Donc, en 3 mois, tu as eu cette évolution-là? Non, pas 3 mois. Tu es resté combien de temps? Vigile pendant au moins 4 à 5 ans. Ah, ok. Oui, à Makori, au résidentiel. Pour ceux qui connaissent, Père à son âme, le coin s'appelait l'agence Panafcom. On est situé en face de Malboro. Avec Père à son âme, Calais Grégoire. C'est ça, autant de Duarte, ouais. Oui, Duarte, avec Pierrette Adams. Il m'a aidé beaucoup. Le frère de Duarte, il s'appelait Wright Défend. Wow. Il était sous-directeur chargé de logistique. Il m'a dit, tu chantes là, tu veux chanter quoi même? Il dit, ah oui, voilà. Bon, voilà ça. Il dit, bon, c'est combien la maquette? Il dit 20 000. Il m'a donné 60 000. Va faire 3 maquettes. J'ai fait 3 maquettes. J'ai envoyé en 2002.
Je lui ai donné, il m'a dit, bon, Calais Grégoire, vous avez un truc de Marlboro tout à l'hôtel Ivoire ce soir, est-ce que tu peux le tester? Il m'a dit oui. Je suis parti avec ma maquette. Je suis venu avant que Pierrette Adams se monte, on m'a mis, j'ai fait mon zougou, les gens étaient surpris, ils ont aimé. C'était des petites expériences, mais vraiment, je suis arrivé à la maison, même mon pied ne touche pas le sol. Moi, je chante, même si elle a Pierrette Adams. Ouais. Toi, tu as même parlé au quartier, tu me connais. Je n'ai pas eu l'argent, mais quand je marchais là, je ne marchais plus même, c'est la terre qui me portait. Je ne me sentais plus, je suis venu. Après, on a fait beaucoup de choses. Je suis allé faire mon premier film, La part de l'homme, un film musulman où j'étais vigile. Après ça, je suis allé faire mon deuxième film avec Marie-Louise Assur, paix à son âme, Un homme pour deux sœurs. Après, j'ai fait mon troisième film avec Eriko Seri, Sœur ennemie. Après, j'ai fait mon quatrième film, Le gendarme d'Aboubo. Une longue marche. Ta marche avec l'humour commence en quelle année exactement? J'ai commencé en 2002. En 2002. 2002. Et c'est en quelle année? Moi, ça fait 20 ans. J'ai commencé à animer dans les mariages, anniversaires, baptêmes, même divorce, j'animais. Et les funérailles. Mais c'est en quelle année tu exploses réellement? En 2010 que les gens me connaissent vraiment à l'international ou bien au plan national. Sinon, de 2002 à 2009, 2010, j'étais en plein dedans. Tout le monde me connaissait dans le milieu zouboutique, dans le milieu artistique. Les gens me connaissaient. C'est quand je suis passé à Bonjour 2010, qui a été enregistré en fin décembre 2009 et qu'ils ont diffusé en janvier 2010, que les gens ont dit, ah, il y a un petit qui est venu là. Donc, ça aussi, c'était une autre expérience. Quelqu'un qui faisait dans les zouglous, dans les mariages, au quartier. Et puis, je dois venir jouer avec les grands frères comme Chouken Pat, Zongo Tao. Une longue marche quand même. Hein? Oui. Une longue marche. En tout cas, Bansé César, il aura beaucoup à écrire. Oui. Cet ouvrage, il va comporter combien de pages? Il m'a parlé de 120 ou même 120. Facilement, ouais. Voilà. Il peut aller jusqu'à 200 pages parce qu'il y a beaucoup à dire avec toi. Il y a tellement de détails, il y a tellement d'anecdotes. Et j'avoue que je suis bluffé. C'est clair que ceux qui vont regarder aussi cette interview vont comprendre et voir toute la portée de ton existence en tant qu'humour, de tout le parcours que tu as pu faire. Oui, parce que souvent les gens ne comprennent pas. C'est ça. Ils pensent qu'on a connu l'humour sur Facebook. Ouais. Ou bien on est venu parce que c'est un effet de mode. Ou bien on vient à l'humour par des clashs. Ou bien on vient à l'humour parce qu'on nous a renvoyé à l'école. Toi, c'est un talent, c'est clair. Toi, c'est un talent. Au-delà du talent, même il y a la passion, l'amour de la chose. C'est vrai que tu y apportes de la créativité, mais c'est ton talent. Et même si c'est un métier que tu ne voulais pas, tu l'as dit tantôt, voilà. Mais ça s'est imposé à toi parce que ton talent. Lorsque tu dépeins un fait, en toute décontraction, tout de suite ça fait rire. Même sur ce plateau, moi j'ai eu de fous rires, mais simplement lorsque tu fais une prise de parole, honnêtement, c'est un truc qui est en toi, en fait. Arrête. Attends, il y a mourir d'abord et puis tu vas faire à la... Non, mais tu es fort, hein. Ça, non. Laissons le plateau. Tu es fort. On s'est débrouillé. Je te jure, tu es fort. On s'est débrouillé. Merci. Waouh. Donc, ça requiert beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Surtout qu'en Afrique, l'humour est compliqué plus qu'en Europe. Tu vois, en Europe, par exemple, je prends un collègue humoriste, un ami humoriste comme, je dis Gad Elmaleh, bien je dis, ces personnes-là se rétractent pendant 5 mois, font une création, et cette création, elle affiche dans une salle pendant 6 mois. C'est ça. On ne change pas un seul mot, on ne change pas une seule lettre. Tous les week-ends, vendredi, samedi, ils font le plein de la salle. Il faut te retirer aujourd'hui, tu fais une création pendant 1 mois, 6 mois, 3 mois, et tu mets à l'affiche. Une fois que tu l'as joué au Palais de la Culture, c'est fini. Non, vu qu'on en parle, toi, tu pourrais le faire facilement. Tu pourrais prendre une salle comme le Centre culturel français, par exemple. Parce que la 4000 places, ce n'est pas évident que tu la remplisses tous les week-ends. Mais pendant 6 mois à l'affiche, ça peut donner l'idée, hein, vu qu'on en parle. Parce que toi, tu es très créatif et je pense que ceux qui te suivent savent que Magnifique ne va pas venir nous raconter les mêmes blagues ou bien il aura sa manière chaque fois d'innover. Donc, et faire une programmation sur 6 mois au Centre culturel français, pourquoi pas? Effectivement, on peut le faire. On peut le faire, même. C'est souvent aussi... C'est quoi, il n'y a pas de producteurs pour ça? Si, il y a des producteurs. Ils sont mais pourquoi tu... on a un calendrier et puis le calendrier de nos autres collègues humoristes. Comme nous, on le fait, par exemple, on a une association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire dirigée par Zongo Tao, qui est le président, avec Adama Daiko comme président d'honneur, Koro Abou, secrétaire général, et moi-même, je suis chargé des affaires extérieures, tout et tout.
on se donne des dates. Il y a une discipline en termes de programmation. Mais au-delà de ça, est-ce que toi, tu ne peux pas programmer? Tu ne peux pas leur dire à la réunion? Par exemple, en France, j'ai déjà fait ça au Splendide. Ouais. Dans la même journée, faire 2 séances, de 15h à 17h et de 19h à 21h, dans la même journée. Mais on peut faire une programmation à l'Institut français sur, comme on appelle, chaque week-end, je ne sais pas, vendredi, samedi, dimanche. On peut faire, pour le moment en Côte d'Ivoire, on peut faire 2 fois dans la journée. C'est-à-dire on peut faire une séance de 17h à 19h et de 19h ou bien de... En tout cas, je pense que moi je prie que tu le fasses parce que ça peut vraiment le faire. Tu as du talent. Après, c'est une question d'organisation. Tu as aussi pris entre tes voyages, pas mal d'animations. Tu es demandé un peu partout aussi. C'est clair que comme tu as pris le cas des Gad Elmaleh et autres, lorsqu'ils veulent faire ce genre de programmation, ils se ferment, ils restent focus sur ça. Après, bon, si on te donne un cachet de 5 millions pour aller à Korogo juste un week-end, c'est clair que tu as... Va moi. Bah, magnifique. En tout cas, je suis tellement bluffé par ton récit de vie. C'est trop top. C'est clair que si on veut rester là à parler, on peut faire 3 heures, 4 heures facilement. Mais pendant toute cette période, facilement, tu l'as dit, on va prendre repère pour 2002. On est en 2020, ça fait 20 ans. En 20 ans, il y a eu des moments de doute forcément. Il y a eu des moments... très difficile. Effectivement. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Déjà, la vie même, elle n'est pas linéaire. Hein. C'est clair. Voilà, on se bat et puis tout n'est pas toujours rose. Que ce soit au niveau de la vie de l'artiste, que ce soit au niveau de sa production, la qualité de sa production, on a aussi toujours connu des moments difficiles. Je prends par exemple ma vie. J'avais une amie que j'ai connue, paix à son âme, qui était ma chérie, qui devait être ma femme aujourd'hui, avec qui je vivais, qui est décédée dans ma main. Tu vois? Voilà. C'est elle-même qui m'a permis de prendre ma première maison, de louer ma première maison. Kofi Amoin Victoire, paix à son âme, qui est décédée. Et ça m'a beaucoup fatigué. À ce moment-là, j'étais vigile, je commençais l'humour un peu. Et son décès m'a vraiment traumatisé. Ça t'a fragilisé, ouais. Oui, moralement, il a fallu être fort, les amis. Minda Jean-Marie, mon gars, aujourd'hui, avec qui il faisait la sécurité, qui est aujourd'hui lieutenant de police, avec Joseph, tous mes gars, en tout cas, ils m'ont aidé, la famille, à avoir le moral un peu pour revenir. Ça, c'était des moments un peu vraiment difficiles. Et au-delà de ça, au niveau du travail, je sais qu'un travail d'humoriste, c'est comme un match de football. Un artiste humoriste, c'est comme un joueur. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Alan, Benzema sont des grands joueurs. Mais il y a des matchs où ils peuvent passer carrément à côté de leur match. Ou bien il y a des matchs où ils peuvent faire un match moyen. Ou bien il y a des jours où ils font un grand match. C'est la même chose comme un artiste qui soit chanteur, humoriste et autres. Il y a des jours où ils peuvent faire des grands spectacles. Il y a des moments où ils peuvent faire un spectacle que les gens ne vont pas aimer. Vu les épreuves que tu as dû traverser, est-ce que tu as voulu abandonner un moment? Non, honnêtement non. Parce que avant de venir dans le milieu, je me suis fait une carrure. Je me suis fait une carapace et je me suis fait une peau de silure. Parce que je sais que là où je vais, en tant que footballeur, ils vont t'insulter, ils vont te lancer des flèches, tout. Donc en tant qu'artiste, que ce soit humoriste, ils vont toujours t'insulter. Tu ne vaux rien, tu n'es plus inspiré, c'est la même chose, ils vont te dire. Donc moi, en venant dans ce milieu-là, j'ai le moral. Et c'est l'ensemble de tout ça là qui te forge pour aborder la prochaine scène avec beaucoup de rage. Cette prochaine scène, ce sera le 15 octobre. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Le Magnifique se marie. Tu te maries, là ce sera sur scène. Ah oui. Tu te maries, ce sera sur scène. Effectivement. Mais dans la vraie vie, tu vas te marier quand? Dans la vraie vie, j'ai déjà fait les 2 premiers pas africains. J'ai déjà fait la dot religieuse. On sait que ton épouse, ta compagne, est la fille d'un homme politique super sympa. Le maire de Koumassi, M. Cissé Bakongo, ça se passe bien la relation? Oui, Dieu fait grâce. On a 3 enfants. Waouh! Oui, il ne doit pas, il framponne seulement. Pardon, le vieux regarde. Donc... En tout cas, le vieux va regarder, il va voir ça. Il sait qu'il a un beau fils qui est viril, c'est bon. Il faut me pire. Non, une femme super sympa. Et puis, on a 3 enfants, on a déjà fait la dot religieuse, on a fait la dot coutumière. Voilà, on va passer devant le maire très bientôt, ça ne va pas tarder. Qu'est-ce qui fait qu'après 3 enfants quand même, tu n'arrives pas à aller avec elle devant le maire?
Ah, quelqu'un même son papa est maire, on va aller devant quel maire? Si le papa même n'a qu'à Vous allez venir vous marier, maire. vous allez vous marier à Koumassi, je suppose. Bon, en tout cas, il faut qu'on fasse tous les documents, les démarches pour que si... Mais vous allez faire où? À Marcory ou bien à Koumassi ou bien au plateau? Là, dans notre lieu de résidence, quand même, dans notre secteur de résidence. Vous habitez où? Abidjan, c'est la moyenne. J'habite en ville. De Non, toute la mais façon- ça ne va pas tarder. C'est Ok. que nous, les artistes, quand on va se marier, ça ne se cache pas. C'est clair. Tout le monde va savoir, tout le monde va comprendre. Mais ce qui est sûr, il faut dire merci à Dieu. Il m'a donné une femme sympa, intelligente en tout cas, qui Qui est très discrète. Très discrète, voilà. Donc, voilà. Les rapports On fait avec nos ton petits- beau-père? Non, c'est un rapport de beau-fils à beau-père, des rapports très, comment dirais-je, de respect pour, en Afrique, pour un beau-père, voilà, des considérations de respect. Quelle est la plus belle chose qu'il t'a dit un jour? Quelle est la plus belle chose qu'il m'a dit un jour? Non, c'est toujours des conseils, de bien se comporter dans la vie. Un homme, c'est celui qui se bat pour aider sa famille, ses progénitures et tout et tout. Bon, en fait, sinon, on n'a pas encore causé on cause pas trop de... Comment on peut dire même? Il faut me donner mon... Toi, tu es là, tu tournes la caméra sur le Vous avez des échanges basiques au fait. Voilà. Bonjour papa, bonjour, on est venu, voilà, c'est soit un dîner, voilà, tous les honneurs, respect. Quand tu es dans ce genre de monde-là, Tu comment travailles. pour le Ou bien petit c'est garçon qui est venu du village, c'est qui est- comment tu te sens? Je qui sais est- que c'est pas ton truc ça. Souvent même, ce qui est difficile, là, c'est quand tu vas à une manifestation et puis tu vois ton beau-père dans le public, où tu dois jouer là, le magnifique, et puis tu vois le vieux. Ah, le vieux là. Donc, souvent, c'est ça. Il y a un peu de honte, un peu de truc. Mais sinon, à part ça, en fait, il n'y a rien, quoi. C'est pas un monsieur qui est compliqué, c'est pas un monsieur qui est, comment on dit, méchant, ou bien nerveux, ou bien, non. Quand tu vois Quelqu'un faire de des critiques, simple, par exemple, sur les actions du gouvernement, souvent, est-ce qu'il t'a dit, une fois interpellé pour dire, ah, non. petit doucement, est-ce qu'il t'a déjà interpellé? Non, honnêtement, on n'en a jamais Jamais. parlé. Et te Voilà. laisse faire ton boulot. Oui, et Tu ce as- gars, il ne s'est jamais mêlé ou bien il n'a jamais émis un avis sur mon travail. C'est Il y a juste un des rapport. idées, des conseils, et puis Ouais. des rapports de beau à, comment on peut dire, genre. C'est ça. Voilà, comme nous on dit, en Afrique, c'est papa, puis voilà. Super. On reste dans le même champ sémantique rapidement. D'accord. Tu vas te prononcer là-dessus. Ta filleule, elle n'a pas pu avoir un peu, on va dire, elle aurait aimé rester longtemps dans sa vie de couple avec Ténor. Oui, oui. Ça n'a pas marché. Quel commentaire tu en fais? Bon, je peux dire que c'est les relations humaines. Hein. Il y a des gens qui ont fait 30 ans de vie et puis un matin, paf, ils sont divorcés. Il y a des gens qui se sont connus un jour et puis ils sont restés pendant 30 ans. Donc, toute chose peut arriver dans le couple, seulement qu'il faut toujours éviter. Nous, en tant qu'artistes, le plus souvent, il faut éviter que ça arrive sur les réseaux sociaux. C'est des choses qui peuvent se régler au sous-sol. Malheureusement, Donc, pour elle arriver sur les réseaux sociaux parce que voilà. sa relation aussi était très médiatisée aussi. Voilà, donc ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'elle a eu le moral après de récupérer ça pour en faire des sketchs. Et là même, je vois qu'elle va faire un spectacle avec le titre, tout ça. Mais Donc, selon toi qui la connais très bien, D'accord. pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, cette relation? Bon, honnêtement, je ne saurais vous le dire parce que moi, on est professionnel, côté professionnel. Les côtés vie privée, souvent, je ne me mêle pas ou bien je ne cherche pas à savoir, à regarder. Donc, je la vois d'un œil professionnel. Quand j'ai des choses à lui suggérer comme truc, c'est sur ses prestations, comment elle doit faire, comment elle doit se tenir, comment dicter son occupation scénique, ou bien si j'ai des idées nouvelles pour elle, pour conquérir un autre, je sais pas, un public et autres. Mais côté femme, garçon, là, c'est des choses, moi, c'est des choses, on ne se met jamais au milieu. Non, mais je veux dire, comme tu la connais, par exemple, tu peux dire peut-être que c'est son caractère qui a fait que ça n'a pas tenu. Peut-être que parce que les vidéos qu'on a vues circuler, ça donne l'impression qu'elle a été une femme un peu assez violente, plus ou moins. Est-ce que en dehors de cette vidéo-là, toi qui la connais, est-ce qu'elle est douce, elle est sympa, En tout cas, moi, sincèrement, concernant le travail, elle et moi, je ne l'ai jamais vu dans le cas de violence. En tout cas, je ne l'ai jamais vu dans ce genre de trucs. Elle a été toujours correcte, calme, tranquille. Elle est très respectueuse en tout cas, voilà. Ouais. Respect, voilà, elle est tranquille. Souvent, il y a des choses
Il y a des points sur lesquels on n'avait pas fini de travailler côté professionnel. Mais est-ce que toi, tu voyais cette rupture venir? Moi, quelqu'un même qui regardait pas trop leurs relations, je ne pouvais pas savoir honnêtement. Honnêtement, comme j'ai dit là, je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait rupture et autres. Puisque si tu voulais, comment on dit même, si tu devais savoir, c'est qu'au début, ou bien tu donnais des conseils par rapport à ça, ou bien... Tu t'es jamais mêlé de leur relation, en fait. Voilà, où on s'est référé à toi pour dire, grand frère, voilà, c'est dans quoi je suis, ou bien tout le temps. Mais on n'a jamais parlé de ça. On a parlé seulement que du travail, que comment améliorer son travail, comment s'améliorer pour ses performances et tout. La création, l'innovation, comment... Voilà. Mais c'est un peu triste quand même, parce que c'est l'amour qu'on cherche dans tout ce qu'on fait. Voilà, que l'amour se casse. Mais j'espère que ce qui me plaît, elle est forte. Elle a déjà surpassé cette étape, ce truc-là. Elle est en train de se lancer dans son spectacle. Ça veut dire qu'elle a encore le moral, ça c'est important. C'est clair. Voilà. 20 ans de scène, oui. 8 ans dans le underground. La révélation. Underground dans l'obscurité. La révélation en 2010, oui, magnifique aujourd'hui, est l'un des humoristes ivoiriens, comme je l'ai dit tantôt, vraiment les plus inspirés. Et l'inspiration, cette inspiration, tu la démontres chaque fois que tu es sur de grandes scènes. On a vu sur une scène de télévision ta prestation remarquable à Allo Caviar avec Coach Amonchi qu'on salue. Oui, ma Kocha, ça crépite, ça va crépiter. Voilà, dans la La Johnson, c'est ça. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire comment on appelle ça, de ce passage à cette production audio? En tout cas, c'est... Comme nous on l'a dit, hein, nous on est humoristes, on croque l'actualité, on touche un peu à tout. Voilà une dame qu'on a vue sur les réseaux sociaux en train de faire ses directs. Et ça, c'est vraiment drôle, c'est marrant. Et les gens parlaient, ça, et elle était beaucoup suivie. Et un matin, on voit qu'elle fait une émission sur Live TV, tout et tout. Donc ça a commencé à prendre de l'ampleur et j'ai décidé de faire une imitation d'elle. C'est ça. Voilà, de tout ce qu'elle fait comme gestuelle. Et par le biais de Willy Dombo, on se contacte. Elle m'invite à faire un passage à son émission. Et vraiment, je t'avoue que c'était ma première fois de la voir physiquement. Wow. Voilà, mais vraiment une personne chaleureuse. Très sympa. Sympa, souriante, relax. Vraiment, il faut la voir pour comprendre, pour voir. Donc, ça s'est tellement bien passé, naturel. Ça coulait. Tout ce que vous avez vu là, on n'a pas répété. Il n'y a rien. On est venu. Comme cette interview, il n'y a rien, on ne répète pas. Hein. Voilà. C'est au feeling, c'est tranquille, c'est des questions de relance. Et voilà, ça court. Donc voilà, c'est parti comme ça. Et elle et moi, on a gardé le contact. Quand je lui ai dit j'ai mon spectacle, spontanément, elle a fait une vidéo pour moi. Même quand je publie, elle commente. Je vais sur sa page, je commente. Et vraiment, c'est une caviar. Parfait. C'est une caviar. Nous, les tilapias, on arrive là-bas. Viens en renfort. On va terminer par ton spectacle du 15 octobre. Oui. Le magnifique se marie. Oui. Les grandes lignes. Je me marie contre qui? Je me marie pourquoi? Qu'est-ce qui motive ce mariage? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi le 15 octobre? Pourquoi? Parce qu'à partir du 15 octobre, c'est la date limite où les célibataires seront arrêtés. Oui. Parce que tu as fait la dot d'une fille. Depuis là, ça fait 3 ans, 5 ans, vous êtes ensemble. Et tu ne la maries pas. Ça, à partir du 15 octobre, c'est un délit. On appelle ça utilisation illégale des biens d'autrui. Quelqu'un pouvait gérer ça. Pourquoi toi, tu occupes un terrain que tu ne veux pas légaliser? Ça, ce n'est pas normal. Donc nous, en tant que monsieur le maire, méchant, il y a des gens, tant que le maire n'est pas arrivé devant les portes avec ceinture, avec un truc, avec une bague là, ils ne vont jamais se marier. Moi, je regarde beaucoup tes capsules et la dernière que j'ai vue, c'est lorsque tu as dressé la table des invités. Ah oui. Et le portrait que tu dressais de chacun de ces invités, c'était tellement top. Waouh. Oui, ça c'était... Comment c'était venu cette idée-là? C'est les préparatifs. Quand on fait un mariage, il y a toujours des étapes. C'est ça. Il y a réunion de préparation et puis il y a le jour du mariage même, il y a la mairie et puis il y a... Est-ce qu'on verra ça lors de ton... Non, ça, ce qui est fait sur les réseaux, ça, c'est déjà... Ça reste les réseaux. Non, ça reste sur les réseaux. Mais tu peux réécrire ça, adapter un peu à ton test, non? Peut-être un jour, mais c'est qu'on doit... C'est fini, c'est fini. Voilà, ce qu'on doit montrer là-bas, c'est en exclusivité. Wow. Ça, c'est juste pour mise... C'est pour mettre de l'eau dans la bouche. C'est une mise en bouche. Vu que moi, j'aime les exclus. Une petite scène exclusive que tu peux nous donner là sur le plateau d'Actu Moi, je sais que ce jour-là, je serai à ma maman sur scène.
Et vous allez connaître maman. Tous les artistes du monde, souvent ils présentent leur maman à leur concert. Pour moi, là, chaque fois qu'il dit la vieille vient, elle dit non, va, je viens. Va, je viens, va où? Elle est à la grotte en train de prier. Cette fois-ci, là, on va enlever maman pour venir la déposer. Et elle va m'expliquer pourquoi elle a choisi le titre du spectacle Je me marie. Ah, c'est elle qui a choisi le titre. Voilà. Chaque jour, quand il va là-bas, là, tu te maries quand? Si ton âge avance, je vois ça. Si tu dois te ranger. Il y a quoi même? C'est quoi? Regarde même la petite fille qu'on dit, elle est vendue au quartier. Hier, elle m'a prise comme marraine. Toi, tu attends quoi? C'est-à-dire que les gens, quand ils vont voir leur maman, ils sont contents. Hein. Moi, quand je vais voir ma maman, on s'en va faire direct. Mes cousins sont assis, mettez les cœurs. Bon, après, je vais vous expliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas ma maman, c'est un mélange de Tina Glamour et Bleu Brigitte, à qui Makoso a donné conseil. Donc, les gars, Magnifique. on va se marier le 15 octobre. Les célibataires, c'est 10 000. Les mariés, c'est 20 000. Maintenant, les êtres humains, c'est 50 000. Donc, faites tout possible pour les êtres humains. Là. Parce qu'il y a des gars, on demande tu es marié, il dit un peu comment les éléments d'abou là. Voilà. Donc, venez, prenez vos tickets. Je ne sais pas si on sera diffusé avant le 15 octobre. Ça, si. Voilà. Donc, Radio Nostalgie, on vend nos tickets là-bas. À Espace Agora de Koumassi, on vend nos tickets. Et on en a aussi dans les Cap Sud, les FNAC, 10 000, 20 000 et puis 50 000. Si tu permets, je vais laisser un numéro, on ne sait jamais au cas où. 05 55 55 55 81 05 55 55 55 81. Il est WhatsApp. Appelons-nous vivants, ne nous bipons pas. Donc, merci beaucoup. Alors, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je viens de recevoir Guillaume Vergès dans Actu People. Abonnez-vous à notre page. Voilà, mettez-vous bien parce qu'il y a toutes les actualités, tous les scoops que vous voulez, les artistes, les footballeurs, les célébrités. Tu veux écouter quel béret, quel affairage, toi tu n'as jamais écouté. Ce n'est pas les interviews comme les avant, tu es né où, à quelle est ta main, non. C'est les scoops, c'est les exclusivités. Tu en auras toujours. Les gars, découpez après, vous allez faire vos montages avec. C'est Actu People, c'est le 4-4-2, Magno, méchant. On est ensemble, wesh, ouais. Est-ce que vous avez vu comment il a conclu? J'ai dit que là, comme Christina Cordula pourrait dire, Christina Cordula, magnifique. J'ai plus rien à rajouter. Que Dieu vous bénisse. C'était un numéro assez spécial, très fort en émotion. Vous avez vu le parcours de ce garçon. Ce pseudonyme, il ne le tient pas comme ça au hasard. Il est tellement magnifique. Et son parcours l'atteste. Quelqu'un qui a commencé dans son petit village, tout doucement. Après, il avait un rêve, c'était de devenir footballeur. Malheureusement, il en a été empêché par rapport à une blessure. Et il a épousé, on va dire, un corps de métier aujourd'hui dans lequel il excelle le métier d'humour en tant qu'humoriste. Voilà maintenant près de 20 ans qu'il fait rire les foyers dans le monde entier. Le magnifique a été l'invité d'Actu People. Il nous a servi un parcours éloquent. Abreuvez-vous à cette interview. Que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. Merci. Magnifique. En tout cas, c'est le mot à retenir. C'était magnifique. Merci beaucoup.